Bonsoir à toutes et à tous. Ah, là, on a mis du retour dans le micro. Je suis ravie d'être là ce soir pour entamer un thème qui est le contrôle fiscal et les points essentiels de vigilance pour bien assister vos clients. Alors, j'ai la grande chance d'être magnifiquement accompagnée ce soir. Monsieur Buffort, administrateur des finances publiques, adjoint DRFIC, pôle contrôle affaires juridiques, division contrôle fiscal. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Vital Samar, expert comptable spécialisé qu'on voit souvent dans les sujets de fiscalité. Merci Vital d'être avec nous. Vous êtes très nombreux ce soir, hein, vous êtes inscrits, assez nombreux sur place et assez nombreux aussi à distance. Je ne sais pas si vous connaissez tous le mode d'emploi de ces rendez-vous aux 50. Donc pour ceux qui sont dans la salle, qui ont la chance d'être ici et qui termineront par un petit cocktail avec nous après, eh bien, pour vous, si vous avez des questions à nous poser, je vous propose d'utiliser le micro simplement pour que les experts comptables qui sont en ligne puissent entendre les questions. Donc, vous êtes très nombreux en ligne, assez nombreux ce soir aussi. Et l'objectif, hein, c'était de faire un petit tour de piste sur en fait les points de vigilance pour nous sur nos dossiers, tous secteurs confondus, en matière de contrôles fiscaux, en fait. Lorsqu'on regarde un dossier aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité pour ne pas mettre en danger nos clients? Alors, on sait un petit peu, on sait très bien que la TVA, c'est 45% du budget de l'État. Donc, on sait très bien qu'en cas de contrôle fiscal, la TVA va être regardée de près. Mais il y a d'autres thèmes. Et ce soir, on a voulu vous développer 4 thèmes: les provisions, les comptes courants, les problématiques d'options et l'ECF. Et on a décidé aussi de voir ensemble un petit focus particulier sur quelques secteurs d'activité, c'est-à-dire quand vous avez un contrôle fiscal chez un client de la restauration ou du bâtiment, ben, quels sont vos contrôles comme ça à faire pour protéger vos clients. Et puis on voulait terminer avec un petit thème qu'on aime bien, un peu connu, qui est les recoupements avec les plateformes collaboratives. On en parle beaucoup. Vous savez qu'en ce moment, on fait l'opération Allo Impôt ici à l'Ordre. On a eu plus de 20 000 questions la semaine dernière. Il y a encore 2 jours cette semaine, demain, après-demain. Il y a beaucoup de questions concernant en fait la communication entre les plateformes collaboratives, Airbnb, Blablacar, et peut-être Vinted aussi, et l'administration fiscale. Voilà, c'est notre programme. On a 1 heure et demie. Je vous propose peut-être de nous poser des questions à la fin de chaque thème, à la fin des provisions, des comptes courants, des options, de l'examen de conformité fiscale. Et puis comme ça, c'est très interactif. Et on y va. Vous êtes prêts, messieurs? 4 points de vigilance, tout secteur d'activité. Alors, les provisions. Qui commence? Ah bah, c'est toi qui vas tout faire, Vital. Hein. Ah bon? Monsieur Buffort, il va rien faire. Ça fonctionne, mais je ne sais pas. Oui. Il n'y a pas de retour, en Il n'y a fait. pas de On fait retour. exprès. Voilà. Bon, les provisions, donc il y a une définition de la provision déductible qui est une définition ancienne que tout le monde connaît par cœur. Hein. Donc la provision est déductible si elle est née dans un événement probable à la clôture de l'exercice. L'événement peut être né avant, mais il doit exister à la date de clôture de l'exercice. C'est d'ailleurs la seule différence avec les règles comptables depuis la modernisation du plan comptable en 2005, puisque vous savez qu'en comptabilité, vous devez passer une provision si un événement est né entre la date de clôture et la date d'arrêt des comptes. On passera la provision, mais en fiscalité, elle ne sera pas déductible parce que l'événement doit être probable à la date de clôture de l'exercice. Ensuite, on dit qu'il faut que la charge soit, enfin, le risque soit probable. Alors, je vous engage à aller voir le Lefebvre, c'est assez amusant. Un risque est probable quand il est plus probable qu'improbable. Alors, avec ça, vous êtes bien avancé. Mais on va dire que le risque ne doit pas être simplement éventuel. Là, il y a une difficulté d'interprétation là-dessus. Le troisième élément, c'est que là, on dit que la charge doit être nettement précisée. Autrement dit, la provision doit être particulièrement bien calculée et s'appuyer sur des éléments probants. Et enfin, ça doit se rapporter à une charge qui serait elle-même déductible si elle était comptabilisée.
Et puis on dit, ça c'est les conditions de fond, puis il y a une condition de forme, c'est que la provision doit être comptabilisée dans l'exercice au cours duquel on entend la déduire. Une précision là-dessus, la provision doit être comptabilisée à la date de clôture de l'exercice. Et une provision où toutes les charges calculées, comme les dotations amortissements, sont réputées être comptabilisées à la date de clôture de l'exercice, alors que c'est comptabilisé généralement après, hein, si en fin de compte, on respecte les délais de dépôt des déclarations. Donc, pour qu'une charge soit déductible, encore faut-il, une charge calculée soit déductible, encore faut-il qu'on ait déposé une déclaration dans les délais. Je sais que ce n'est pas souvent mis en avant par l'administration, mais j'ai eu la malchance de le voir sur un dossier. Et donc, il fallait qu'on apporte la preuve que, en l'occurrence, c'était des amortissements dans une société industrielle, mais ça serait pareil pour les provisions, qu'en fait, on avait comptabilisé les dotations aux amortissements avant ou plus tard la date de clôture de l'exercice. C'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, voilà les principes généraux. Si M. Buffort a quelque chose à... Non. Hein. Donc, ça, c'est très connu. Hein. C'est une définition qui est très, très ancienne. Hein. Je pense qu'elle date des années 30. Donc, on la connaît par cœur. On est d'accord que lorsqu'il y a un contrôle fiscal d'une TPE-PME, voire d'une plus grosse entreprise, ces provisions sont systématiquement regardées par les inspecteurs. C'est toujours un point de contrôle et de vigilance important. Oui, bien sûr. Donc, ça, on peut préciser qu'effectivement, c'est vu systématiquement, mais surtout en fonction des montants. Hein. Bon, là encore, une fois, après, il s'agit de faire preuve de pragmatisme. En ce qui concerne la DERFIP de Paris, elle intervient sur les contrôles des petites et moyennes entreprises. Hein. Donc, il faut rappeler qu'il y a 3 niveaux de contrôle. Niveau des entreprises plus importantes qui est fait par les DIRCOFI et la DIRCOFI de France, en ce qui nous concerne, et pour les très grandes entreprises, c'est la DVNI. Donc, en ce qui concerne les contrôles des petites et moyennes entreprises, ce sont des points qui sont vus, encore une fois, évidemment, en fonction des enjeux. Donc, si on a des provisions d'un tout petit montant, on n'ira peut-être pas voir si toutes les conditions, si les conditions sont réunies, mais dans les méthodes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Bon, là, on sera peut-être un peu moins exigeant, on va dire, sur les modalités de détermination de la provision. Je rajouterai un point, il ne faut pas perdre de vue qu'en comptabilité, on sait qu'il y a 2 types de charges. Il y a les charges décaissées, dans lesquelles normalement, il y a un flux qui va sortir. Hein. Là, on nous demande de justifier qu'en fait, le flux correspond à... Et puis, il y a les charges calculées, où là, a priori, il n'y a pas de flux immédiat. Il va y en avoir, mais il n'est pas immédiat. Et donc là, la charge de la preuve nous incombe totalement. Hein. C'est à nous de justifier que l'événement est probable à la clôture de l'exercice, hein, qu'il est né dans un événement existant à la clôture de l'exercice et que la provision est correctement calculée. La charge de la preuve nous incombe en totalité. Vous aurez évidemment tous les supports et en ligne, vous pouvez évidemment également poser des questions. Voilà, ce sont 2 exemples qui montrent les divergences d'interprétation qu'il peut y avoir entre la comptabilité et la fiscalité, où en fin de compte, même si les règles de détermination des provisions, avec des mots différents, sont excessivement proches en comptabilité et en fiscalité, nonobstant ce que j'ai dit, hein, quand on doit provisionner quelque chose en comptabilité qui est né entre la date de clôture et puis la date d'arrêté des comptes, ce qui ne sera pas déductible, normalement, si une provision est comptabilisée en comptabilité, elle devrait être déductible en fiscalité, sous réserve de dispositions fiscales spécifiques qui interdiraient la déduction. Charges non déductibles ou dispositions express. Il y a quand même des difficultés d'interprétation et les 2 exemples qui sont donnés là, ce sont des difficultés de l'interprétation entre la règle comptable. En l'occurrence, si on prend la première, c'est une provision donc, de dépréciation sur des ventes avec engagement de reprise, où en comptabilité, on va passer donc une provision contrat par contrat, d'accord, alors qu'en fiscalité, donc, on considère plutôt un ensemble homogène des pertes dans l'entreprise. Donc, il y a des difficultés d'interprétation. Encore une fois, ça ne s'adresse pas donc aux entreprises qui nous intéressent aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose qui a généré des craintes dans les entreprises relativement importantes. Le principe que l'on avait toujours eu en tête, hein, c'était de dire que lorsqu'une provision avait été déduite du résultat, sa reprise était imposable.
lorsqu'une provision n'avait pas été déduite du résultat imposable, la reprise n'était pas imposable. Bon. Puis il y a eu un arrêt qui, en fin de compte, est contrevenu à ces dispositions-là en disant en fait, l'administration n'a pas les moyens d'aller regarder les règles de déduction de la dotation sur un exercice prescrit. Et donc, elle va analyser les règles de reprise en fonction des informations qu'elle a. Elle va reconsidérer donc les règles de déduction de la provision au moment où elle avait été constatée. Bon, il faut savoir que c'est, à mon avis, vraiment pas quelque chose qui s'appliquerait aux petites entreprises. C'était dans un cas très spécifique. On parlait d'une provision excessivement importante. Bon. Mais de façon plus générale, lorsque l'on a une provision qui arriverait sans objet lors d'un exercice de contrôle, qu'est-ce que va faire l'administration? Si la provision est sans objet, elle va la reprendre dans le résultat imposable. Elle va la reprendre comment? La première question qu'on se pose, c'est est-ce que la dotation aux provisions est déductible? Si on répond oui, dans ces cas-là, elle est redressée l'année au cours duquel la provision est devenue sans objet. Et donc, si la provision était devenue sans objet dans un exercice prescrit, elle serait reprise au cours du premier exercice non prescrit. Est-ce que la provision est déductible? La réponse est non. Elle a été déduite, mais elle n'est pas déductible. Est-ce que l'année de la dotation est prescrite? Si on répond oui, dans ces cas-là, le redressement est appliqué sur le premier exercice non prescrit. Et puis, si la provision, enfin l'année de dotation n'est pas prescrite, dans ces cas-là, la reprise se fera par l'administration fiscale l'année au cours de laquelle la dotation est reprise. Ça, c'est un schéma général qui, je pense, est connu par tout le monde. Hein. Moi, je les ai eus, ces cas-là, chez un client concernant les clients douteux. Ça, des provisions clients douteux, on les a tous. Et c'est une mission de révision. Et tous les ans, on demandait aux clients de nous donner les justificatifs de la vivacité ou pas encore des clients provisionnés. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de provisions clients douteux, contrôle fiscal, et certaines entreprises avaient disparu parce que le client n'avait pas le job, et toutes les reprises ont été imposées. Oui, la provision était reprise parce qu'elle était devenue sans objet, puisqu'il y avait une perte. Exactement. Une perte, oui. Mais bon, si vous aviez passé en perte, peut-être que l'administration nous aurait demandé de justifier qu'il s'agit réellement d'une perte. Et là, ça devient parfois compliqué. Hein, si on n'a pas de documents provenant d'un tiers, c'est parfois compliqué. Je ne sais pas s'il faut. Tu veux nous parler de ce cas-là ou on avance parce qu'on vous a mis beaucoup de choses dans le support. Là, le cas, il est assez compliqué. Oui. Donc, en fait, pour simplifier, c'est le fait de dire que lorsqu'une holding passe une provision sur deux sociétés qu'elle a filiales, qui elles-mêmes, dont une société détient un bail qui est loué aux deux autres sociétés, elle ne peut pas déduire la provision que si, en fin de compte, elle peut justifier que la société qui détient le bail a réellement une perte, donc générerait une perte sur le bail, parce que si une des deux sociétés qu'elle loue n'est peut-être pas solvable, l'autre l'est, et la société ne justifie pas qu'elle pouvait remplacer la société qui n'était pas solvable. Donc, globalement, tout ça, ça veut dire que pour pouvoir passer une provision, il faut qu'on justifie de la probabilité du risque. Et là, l'administration et puis le juge a pu justifier que le risque n'était pas probable. Alors, en revanche, on peut revenir sur le slide. Il y a les deux arrêts du bas qui sont nettement plus... qui sont dans des cas de figure plus fréquents, on va dire, puisqu'on voit très souvent des cas où on n'a aucun courrier de relance envoyé. Alors, je ne vois pas trop la fin de la phrase, mais... et où c'est des relations de travail fréquentes avec un client mauvais payeur. Mais en fait, les cas qu'on rencontre très fréquemment, c'est aucun courrier de relance, en définitive, pour justifier des difficultés des entreprises lorsqu'il y a des créances douteuses. Des efforts de recouvrement. Voilà, c'est ça. Et également, donc, les courriers de relance envoyés de manière espacée. Là, c'est envoyé plus d'un an après la dotation provision. Voilà, donc c'est l'absence de justificatif, en définitive, de fonds qui est un problème. C'est vrai que pour une créance douteuse, la première des choses à faire, je pense que vous en êtes conscient, c'est qu'il faut justifier qu'en fait, on veut récupérer la créance. C'est la première des choses. Hein. Sinon, elle n'est pas litigieuse, la créance. Donc, la première des choses à faire, c'est justifier qu'on a relancé le client, qu'on l'a mis en demeure de payer. Ça, c'est la première des éléments. Et ensuite, donc là, on va dire que le risque est probable et qu'il est né à la clôture de l'exercice au cours duquel on a relancé. Après,
difficulté peut-être plus importante, parce que ça c'est assez facile à faire, c'est de justifier quel est le montant du risque. Donc là, dans les grosses entreprises, on a des statistiques, généralement. Dans les petites entreprises, c'est plus difficile. Par exemple, si on se réfère au commissaire aux comptes, il va dire que si ce n'est pas payé au jour J, ça pourrait ne pas du tout être payé. Donc, il faudrait passer une provision à 100%. L'administration ne va pas être de cet avis. Donc là, il y a des discussions à faire. Mais s'il y a au moins un courrier de relance, on peut au moins discuter. Une question. Oui, du coup, moi, je veux rebondir sur l'intervention de monsieur et par rapport quelle doit être la position de l'expert comptable par rapport à ces provisions si le client nous dit bah oui, j'ai pas fait de relance, etc. Parce que si on réintègre en disant on n'a pas assez d'éléments dans notre dossier pour pouvoir déduire la provision, qu'est-ce qui se passe en cas de contrôle fiscal? Est-ce que l'administration fiscale ne peut pas dire, comme dans un arrêt bien connu, je crois, de Foncière du Rond-Point ou je ne sais plus quoi, il va dire en fait, la provision, elle était déductible par nature. Vous l'avez réintégrée spontanément. Moi, la reprise, je la laisse imposable, en fait. Je dirais que tout ce qu'on fait, il faut toujours justifier. La seule chose qui reste, ce sont les écrits. Donc, il faut pouvoir justifier qu'au moment où elle a comptabilisé, la provision n'était pas déductible, parce que dans votre esprit, c'est en fait, je pourrais être amené à reprendre la provision plus de 3 ans après. Et donc, de ne plus pouvoir justifier que la provision, je l'avais réintégrée. Dans ces cas-là, il faut avoir de conserver des écrits et justifier les raisons pour lesquelles la provision n'avait pas été déduite. S'il n'y a pas de courrier de relance, c'est assez facile, même si la preuve négative est toujours difficile à porter. Prouvez-moi qu'il n'y avait pas de courrier de relance, c'est compliqué. Prouvez-moi qu'il y a un courrier de relance, c'est une preuve positive, c'est beaucoup plus facile. D'autant. Il y a un cas là-dessus. Ah non, ce n'est pas un rajeunissement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous reprenez la provision parce que vous estimez qu'elle est devenue sans objet et vous la redotez derrière. Voilà. Normalement, on devrait doter des compléments de provision, reprendre des pots de provision, mais vous pourriez le faire. Après, la provision, c'est quand même le bon redressement. Évidemment, le client ne va pas être content. Il a un redressement. L'administration sera contente parce que le vérificateur, il a un redressement. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, s'il y a les intérêts de retard, on va la reprendre, ça ne sera pas imposable. Enfin, voilà. Ce n'est pas un mauvais redressement, ce n'est pas un redressement définitif. Ce n'est pas un redressement de TVA, par exemple. Alors, j'ai une question assez compliquée là, de David. Alors, s'agissant des provisions pour engagement de reprise dans le cas des constructions automobiles vendant à des loueurs, ces provisions étaient déductibles pour la seule perte, prix de rachat du constructeur au client LCD, valeur de marché, hors frais de revente. De mémoire, ces provisions étaient déductibles ligne à ligne et non globalement. Cette position de l'administration a-t-elle changé à la suite de la jurisprudence que vous mentionnez, même si vous avez le temps de Merci. On parle de provision. Provision pour engagement de reprise dans la construction automobile. Franchement, comme ça, je suis désolé. On vous fera une réponse. Il faut juste que je réfléchisse. Voilà. Parce il y a beaucoup d'informations. Bon, on fera une réponse par mail. Parce que là, je n'ai pas compris s'il s'agissait d'un concessionnaire ou d'un constructeur. Constructeur. Non. Ah. À mon avis, c'est un concessionnaire. Constructeur automobile, il me répond. Bon. On continue, je relis la question. D'accord. Je vais y répondre avant la fin de la séance. Oui. Donc là, c'est tout un tas d'explications, de difficultés de déduction ou de possibilités de déduction. Donc, analysé par le juge. La première évolution dans le temps des événements qui justifient une provision, mais c'est pour reprendre un petit peu ce que disait monsieur, en fin de compte, là, on nous dit qu'on peut déduire des provisions. Enfin, quand on a un risque qui évolue dans le temps, il faut que la provision suive le risque avec un complément de provision ou une reprise de provision. Erreur de comptabilisation d'une dette certaine en provision. Donc ça, c'était le fait de l'administration disait vous avez passé une provision alors que la dette était certaine.
Et le Conseil d'État, donc en mars 2016, a estimé que, comme la perte était déductible, il n'y avait pas lieu de reprendre la provision. C'est une grande avancée pour le contribuable. Donc, si j'ai passé une provision à la place d'une perte, dans la mesure où la perte est déductible, la provision la resterait. Lien entre survenance d'un sinistre et des charges provisionnées. Alors, c'était en fin de compte une société qui provisionnait des risques de contentieux. Et elle se disait, pour pouvoir réaliser le contentieux, il faudra que je rémunère mes collaborateurs. Donc, je passe des risques de contentieux en provision et une provision pour charges liées à la gestion de ces risques de contentieux. La provision n'est pas déductible parce qu'en fin de compte, le juge estime, ce qui me paraît être réel, c'est que la charge ne sera engagée que dans l'exercice au cours duquel les personnes travailleront. Donc, on ne peut pas les provisionner. Parce qu'elle n'est pas née à ce moment-là, elle naîtra plus tard. Voilà. Provision et compensation, il n'y a pas de compensation. Alors, c'est lorsqu'en fin de compte, là c'était dans le cas d'un groupe, la société filiale avait une créance sur la société mère était en difficulté, c'est une société très connue, difficulté financière, et la société filiale avait passé une provision pour déduction, une provision sur risque sur la créance qu'elle avait sur sa mère, et le juge estimé a fait droit à la position de l'administration en estimant que avant de passer une provision pour risque, il faut balayer toutes les voies de recours que l'on pouvait avoir. Et comme la société filiale avait une créance et une dette, elle aurait dû d'abord compenser sa créance avec la dette avant de passer la provision. Et donc, elle aurait passé une provision moins importante. Voilà. Provision pour augmentation des cotisations. Donc là, c'est une société qui a eu pas mal d'accidents du travail au cours d'une année. Elle savait qu'elle allait avoir une augmentation des taux d'accidents du travail au cours des années suivantes. Et donc, elle l'a provisionné dans l'exercice au cours duquel les accidents avaient eu lieu. Et là, le juge dit, non, l'accident du travail est lié au versement du salaire, et donc ça sera déduit de l'année au cours de laquelle le salaire sera engagé. Voilà. Provision pour dépréciation de travaux en cours ou provision pour perte, ça c'est un petit peu compliqué. C'est dans une société, là c'était dans le cas d'un immeuble, il faut être capable de bien qualifier l'élément que l'on a en stock. S'agit-il d'un stock de matières, de produits intermédiaires ou de produits finis, ou s'agit-il de travaux en cours? Parce que dans le premier cas, ce sont des provisions pour dépréciation. Dans le deuxième cas, c'est une provision pour perte. Et l'évaluation que l'on fait de la provision en comptabilité ne se fait pas de la même façon. Voilà. Donc, et puis, dépréciation d'un immeuble, nécessité d'une évaluation précise. Bah oui, lorsque l'on veut déprécier donc un immeuble, il faut être capable de justifier que la provision est correctement bien précisée, bien calculée. Et dans ces cas-là, il ne faut pas le faire au doigt mouillé, mais apporter tous les éléments qui justifieraient de la dépréciation du bien. Dans ce dernier cas, donc pour avoir vu un contrôle sur ce sujet, ça passait par, pour justifier la dépréciation, ça passait par un rapport d'expertise, un expert indépendant, et puis aussi les circonstances pour lesquelles un ensemble immobilier, là, en particulier c'était du côté de la Défense, avait perdu, c'était des immeubles de bureaux. Les immeubles de bureaux. Donc là, effectivement, il y a des contextes et il faut donc avoir des documents très précis qui justifient en fait qu'il y a une déperdition pour cet immeuble et puis peut-être pour tout le quartier, enfin ce genre de choses. Donc c'est quand même assez particulier. Les deux derniers arrêts, c'était à la Défense, oui. Ah, aussi. L'avant-dernier aussi, je oui. Je sais pas, je ne connais pas l'arrêt, mais j'ai. Bon, cela d'avant, c'est ce qu'on disait. Donc, j'ai un stock des matières premières ou des produits, j'ai des stocks. Donc, je vais passer une provision pour dépréciation. Il faut avoir en tête que je dois faire une évaluation à la clôture de l'exercice. On l'a marqué 31 décembre, on va dire la clôture de l'exercice. Et on passe une provision si la valeur probable de réalisation du stock est inférieure au prix de revient. Mais c'est à nous d'apporter la preuve que cette valeur probable de réalisation est bien inférieure au prix de revient. Sur ces dépréciations de stock, là, parce que j'ai aussi en tête un cas de provision sur une dépréciation de stock de tissu,
Là, il faut faire appel aussi aux connaissances professionnelles, en définitive, un peu pour savoir quels sont les tissus qui sont obsolètes d'une année sur l'autre. Enfin bon, il faut quand même derrière qu'il y ait une démarche logique qui soit expliquée pour justifier de la dépréciation. Et puis, ça ne peut pas être fait de manière globale, sans cohérence, en définitive, dans les écritures comptables successives. Hein. Exactement. Dans le cas précis en particulier, il y avait eu changement de dirigeant, changement de comptable, et effectivement, donc, a posteriori, c'était extrêmement difficile de reconstituer ce qui s'était passé, quoi, en définitive, si on n'a pas conservé toute une documentation sur ce sujet de la provision. C'est ça, oui. La pire des choses, c'est les gens qui circulent dans l'entreprise, on n'a plus les mêmes et donc on perd l'information. Donc tout l'intérêt, c'est de conserver ce que je dis au départ, hein, l'information qui a permis de dire que voilà comment elle était calculée, voilà pourquoi le risque était probable, ou voilà pourquoi la provision n'était pas déductible. C'est également le cas pour les provisions pour dépréciation si on souhaite utiliser ce qui est autorisé, hein, ce sont les statistiques. Donc les statistiques, hein, on a bien à l'esprit que c'est quand même assez scientifique. Donc, il y a des règles de statistiques et pour pouvoir déduire des provisions selon la matière statistique, encore faut-il respecter les règles des mathématiques. Donc, il faut donc avoir quelque chose qui prend sa source dans le passé, et qui se rapporte à ce que l'on veut déprécier. Autrement dit, il va falloir que le passé soit mon passé et pas le passé d'un concurrent. Hein, les statistiques, elles se calculent chez moi, pas chez les autres. D'accord ? Et donc, il faut que ce soit suffisamment justifié. On passe un peu les provisions pour les stocks des grosses éduques. Oui. Peut-être la dépréciation du fonds de commerce. Donc ça, c'est l'administration n'aime pas ça. Oui, ça a quelques années, ça. Du fonds de commerce. Ça a quelques années. Il y a eu des évolutions quand même. Il y a eu des évolutions sur les dépréciations des fonds de commerce. Bon, en fait, le problème que l'on a, c'est que pour pouvoir déprécier un fonds de commerce, encore faut-il justifier que la valeur de réalisation est inférieure à la valeur vénale, enfin la valeur comptable est inférieure à la valeur vénale ou à la valeur d'usage. Et le problème, c'est que le plan comptable ne nous aide pas, c'est que le plan comptable nous dit la valeur que l'on doit enregistrer en comptabilité, c'est la plus forte des deux. Ce qui nous intéresserait, nous, c'est la plus faible des deux, et donc c'est la plus forte. Et là, il y a eu des cas où, en fait, les entreprises passaient des provisions pour dépréciation parce que la valeur vénale semblait être très inférieure à la valeur comptable, alors même que le fonds de commerce, ça avait été le cas dans une pharmacie, puis dans une cellule de médecins, à Bordeaux, me semble-t-il, dans lequel, en fait, il n'y avait pas de repreneur possible. Enfin, dans la région de Bordeaux, il n'y avait pas de repreneur possible. Mais il n'empêche que le fonds réalisait toujours une activité importante. Il y avait un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Ça réalisait des bénéfices et ça permettait de distribuer des dividendes chaque année. Mais il n'y avait pas de repreneur. Alors, on avait réduit le fonds de commerce qui était de 400 000 euros, je crois, à 20 000 euros. Et l'administration n'était pas d'accord et le juge n'était pas d'accord non plus en disant que il fallait appliquer là, non pas la valeur vénale, mais la valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'était une valeur qui était bien supérieure puisque le fonds de commerce permettait la réalisation de bénéfices et la distribution de bénéfices. D'accord ? Il ne faut pas oublier les règles comptables. Voilà. Mais l'administration n'aime pas bien quand même les provisions pour dépréciation des fonds. Hein. Avant, on nous disait qu'il fallait que vous apportiez la preuve que vous étiez en situation de céder le fonds. Il y a des évolutions. Là. Alors, les comptes courants, on a beaucoup échangé en préparant ce webinaire sur les comptes courants et on le sait tous, la justification des sommes sur les comptes clients de nos dirigeants dans les comptes qu'on gère avec des problématiques de justificatifs, d'origine des fonds, etc. Les comptes courants, c'est toujours assez compliqué. Oui, parce qu'en fait, tous autant qu'on est, on a eu des cours de droit des sociétés et est resté ancré en nous les problématiques de compte courant en droit des sociétés. Un compte courant créditeur, c'est bien. Un compte courant débiteur, c'est mal. Prison. Oui, mais si je me mets du côté de l'administration, un compte courant débiteur, au moins on sait où est partie la somme. C'est pas si mal que ça. On va taxer le bénéficiaire. Mais on sait où elle est partie. En revanche, le compte courant créditeur, ça, c'est
plus matière à soupçon. Parce que d'abord, ce n'est pas à l'associé de faire vivre la société, c'est plutôt à la société de faire vivre l'associé. Donc, elle devrait lui verser des rémunérations, lui verser des dividendes, et ce n'est pas lui qui devrait payer des dépenses pour le compte de la société. C'est antinomique. Et donc, on va nous demander de justifier que le compte courant existe, que le compte courant a bien été versé par la personne qui est intitulée dans le compte courant. On va nous demander de justifier que si c'est Mme Michu qui a un compte courant, que Mme Michu a bien décaissé les sommes. Je vous donne un exemple pour bien vous expliquer ô combien c'est difficile. J'ai un de mes clients qui a été contrôlé très longtemps de ça. Très longtemps, c'était le contrôle a eu lieu au début des années 2000. Il avait apporté en compte courant une somme, à l'époque on était en francs, mais on peut dire 2000. C'était en 1987. Et il avait une maison de retraite. Et l'administration lui dit, mais justifiez que c'est vous qui avez apporté cette somme. Et il n'avait pas la justification, mais il avait les grands livres de 1987. C'était quand même assez extraordinaire, il avait tout conservé. Donc, il y avait bien l'apport des 250 000 en 1987. Et il dit, mais comment j'ai fait pour les apporter? En fait, j'ai vendu un immeuble à titre personnel, pour combien? Mettons 265 000, et j'ai apporté 250 000. Et comme on n'avait pas la trace de l'apport, on ne pouvait pas justifier. En fin de compte, c'était bien lui qui avait apporté cette somme-là. On nous a rejeté la dépense et on a perdu au tribunal. Voilà, il n'a pas voulu aller en appel, on a perdu au tribunal de Paris. Donc tout ça pour dire qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut être capable de justifier que l'on a bien apporté quelque chose qui va du compte au compte courant, du compte personnel de la personne qui est désignée dans le compte courant, ou que la personne a réellement décaissé la dépense. Donc, dans nos dossiers, et ça dans le temps. Copie du compte courant, du compte bancaire de notre dirigeant pour avoir la preuve que les fonds viennent bien de son compte. Et M. Buffon, il n'entend pas. De temps en temps, il vaut mieux rembourser les comptes courants et les rapporter. Au moins, on a au moins la justification. Surtout, je dis ça parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans les petites sociétés? On a des clients qui changent d'expert comptable et on n'a pas la mémoire. On va nous donner quoi? On ne va pas nous donner tous les éléments que notre prédécesseur avait dans le dossier, si tant est qu'il les ait eus. Hein. Et on ne les a pas. Et donc, en fait, on n'a aucune idée de ce qui se cache dans la ligne qui s'appelle compte courant. Voilà. J'ai un client qui a un compte courant dans sa société. Il a déjà été contrôlé. On lui a pas remis en cause l'origine de son compte courant. Demain, il a un nouveau contrôle. On peut lui demander l'origine. Non, une fois qu'on a été contrôlé une fois. Mais non. Non, on a un dispositif depuis 2018 qui s'appelle la garantie fiscale. Ouais. Et donc, c'est en plein le sujet. Ça. C'est un point par le vérificateur et qui n'a pas donné lieu à rehaussement. Donc, s'il vous a accordé la garantie fiscale sur ce point dans la proposition de rectification du premier contrôle, on considère que le point est validé. Par contre, s'il ne s'est pas abordé, ça veut dire qu'il ne l'aurait pas vu ou qu'il avait eu, ou le point avait été justifié. Voilà. En fait, pour actionner la garantie fiscale, il faut vraiment qu'il y ait un écrit. Ouais. Et en fait, dans l'avis de redressement, d'accord, il n'y a rien. Voilà, il faut qu'il y ait marqué que ce point-là actionne la garantie fiscale. Sinon, en fait, cela étant, le contrôle est peut-être à zéro. Le contrôle est peut-être antérieur à 2018, non? Non? Ah oui. Souvent, la crainte de l'administration avec ses comptes courants, c'est parfois un peu de réinjection de black, hein, si on a envie d'y aller direct. Hein. Oui, c'est ça vos doutes. Oui, tout dépend de la nature du contrôle. Effectivement, ce sont des sujets qu'on rencontre, bien sûr. Un compte courant créditeur est par essence soupçonneux. Ouais. Moi, c'est vrai. Hein. Alors que le débiteur. Oui, surtout, encore une fois, en fonction des enjeux et des sommes, l'importance des sommes. Autant pour moi, le contrôle fiscal a eu lieu avant 2018. Ah, oui. Voilà. Oui, donc là, il ne pouvait pas y avoir cette prise de position, en fait. Moi, j'avais eu le cas chez un client. Alors, c'était le plus vieux client du cabinet. 88 ou 90 ans. Il conservait une boutique à Paris et il faisait des pertes. À l'époque, on était en francs, 50 000 francs tous les ans.
Et c'était sa raison d'être, la boutique. Donc, tous les ans, il réinjectait le montant de la perte. Et ça a duré comme ça quelques années quand on a eu un contrôle fiscal. Et ils nous ont évidemment demandé la justification de tous ces apports parce qu'ils étaient persuadés qu'on que les ventes faites étaient apportées par le compte courant, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. On a eu gain de cause parce que je pense qu'ils ont vu avec le client, enfin, ils sont venus dans la boutique. C'est un vrai cas atypique, mais ce qui était contrôlé hier reste valable aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup encore de contrôles, de justification de compte courant. Alors, je sais qu'il y a plusieurs façons de comptabiliser un compte courant, enfin, de trouver l'origine du compte courant. Il y a ce que je pense être la bonne façon, c'est l'argent part du compte courant d'une personne et arrive sur le compte de la société. On conserve la trace, ça c'est facile. Il y a celui qui paye les dépenses pour le compte de la société, ça c'est pas très bon. Il vaut mieux que l'argent aille sur le compte de la société et qu'après on paye les dépenses parce que c'est toujours difficile de justifier que tout un flot de dépenses a été payé par l'associé. C'est beaucoup plus compliqué. Puis après, il y a les écritures un peu farfelues, plus ou moins farfelues, qui passent d'un compte à l'autre et qui se retrouvent en compte courant. Donc là, il est évident qu'on aura sûrement beaucoup plus de mal à les justifier. Donc, je pense que le bon de compte courant, c'est vraiment l'argent qui part du compte de la personne vers le compte de la société et on conserve la trace. Il y a un exemple un petit peu plus loin dans une décision de jurisprudence où c'était un contribuable, ce n'est pas une société, mais c'est un compte, d'entreprise individuelle, c'est pareil. C'est la slide d'après, je crois, celle-là. Voilà. Où en fait, il disait qu'il avait vendu un tableau, une œuvre d'art, et puis il avait apporté l'argent dans la société, dans l'entreprise. Et en fait, la vente se retrouvait également dans l'entreprise. Donc l'administration lui demandait de justifier qu'en fin de compte, l'argent était bien en rapport avec le tableau vendu. Et c'est impossible à porter comme preuve. La seule preuve qu'on peut apporter, c'est le flux. Voilà. Donc, évitons d'enregistrer en compte courant ce qui pourrait s'apparenter à des charges un peu calculées, quoi. Que des flux financiers. Et vous aurez beaucoup moins de problèmes. Alors je crois que le problème était bien posé dans le slide précédent. Voilà, celui-ci, là, TA de Lyon. Voilà. Qui dit en peu de mots quand même l'essentiel. Hein, il incombe au contribuable de justifier des apports en compte courant par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé, soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien. Donc, ce sont les deux cas qu'on rencontre très fréquemment. Donc, en définitive, preuve de l'apport direct par compte personnel ou alors prise en compte des dépenses personnelles. C'est notamment très fréquent dans les métiers du bâtiment qu'on va évoquer plus tard, où en fait, le dirigeant nous dit moi, plutôt que de préparer un bon de commande, etc., je vais acheter du matériel à la grande surface du coin et puis je paye directement plutôt que d'utiliser la carte de la société. Donc, en fait, après, évidemment, ça va être très compliqué de passer des écritures en compte courant, etc. Mais ce sont des exemples qu'on rencontre très fréquemment. Donc, super vigilance avec les comptes courants, justificatifs. Je sais que pour nous, experts comptables, c'est toujours délicat. Moi, j'aime pas de demander ces preuves-là au client, la copie de son relevé de banque perso, mais vaut mieux lui demander maintenant, après, sinon on l'aura peut-être plus, mais c'est pas top. Et c'est vrai que pour les histoires de petites dépenses, petites factures, on est quand même mieux à les conseiller de dire de faire un apport de 2 000, 3 000, 5 000 euros à la société. Et puis après, les dépenses sont enregistrées directement dans la structure. Les régimes, est-ce que vous Juste pour finir oui. sur le compte courant débiteur, parce que je sais qu'on n'aime pas ça. Compte courant débiteur, il faut savoir que lorsque l'on est dans une société qui n'est pas soumise à l'IS, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas bien, mais il n'y aura pas de redressement possible, puisque ce qui est imposable, c'est le revenu. Lorsque la société est imposée à l'IS, le vérificateur sera fondé à considérer qu'il s'agit d'une distribution irrégulière de dividendes, taxée entre les mains du bénéficiaire, à charge pour lui de justifier qu'il a remboursé la société, auquel cas il y aura un dégrèvement.
C'est une distribution temporaire de dividendes tant qu'on n'a pas remboursé. Bon, voilà pourquoi ce n'est pas très embêtant un compte courant débiteur. C'est pas bien. Les régimes d'options. Alors, c'est à la mode de parler de simplification. S'il y a un truc qui pourrait vraiment se simplifier, c'est les options. Parce que parfois, on est vraiment un petit peu perdu et on adorerait avoir l'adage déclaration vos options. Comme ça, on serait moins stressé pour l'intégration fiscale, par exemple, ou d'autres options qui doivent être faites un peu au préalable. C'est le cas pour certaines options. Par sûr. exemple, pour l'option IS, le dépôt de la déclaration IS vaut option. Mais là, vous en parlerez sûrement mieux que moi. Enfin, je pense que le problème de l'option, c'est un problème de connaissance par l'administration des régimes d'imposition. Donc, c'est pour ça que je pense que l'administration maintient des demandes formelles d'options pour savoir, en fin de compte, comment la personne doit être imposée, savoir où on va. Je pense que c'est quand même quelque chose globalement, on est toujours dans un régime très formaliste. Voilà. Donc ensuite, ce sont des tolérances ou des jurisprudences qui ensuite, nuancent un petit peu les principes, mais en définitive, dès lors qu'il y a une option exigée, en définitive, on va l'exiger jusqu'au bout. Et donc on est formaliste avec des remises en cause parfois, effectivement, de situations de fait. En fonction des circonstances, mais c'est bien de revoir toutes les options sur lesquelles on a des sujets. Donc, on a parlé or celle-ci sur les entreprises soumises au plein régime micro-BIC, c'est pas celle, je pense, qui nous pose le plus de soucis, mais c'est beaucoup plus fréquemment les cas donc de régime à l'IS pour les entreprises du type URL. Et c'est aussi beaucoup les problèmes d'options à la TVA pour les SCI, notamment pour les locations. Donc là, c'est un sujet en plus qui doit être fait immeuble par immeuble. Donc en définitive, il y a un formalisme encore plus grand. Et là-dessus, en fait, on n'admet pas pour ce dernier cas de circonstances particulières. En définitive, on attend toujours d'avoir l'option. Donc c'est... Par contre, on a des nuances en jurisprudence. Je crois que c'est évoqué dans les slides sur le régime IS. Il y en a cet arrêt important de février 2024, d'ailleurs que je ne connaissais pas, donc j'en ai pris connaissance avec un grand intérêt, puisqu'effectivement, il précise dans quelles conditions une IRL peut opter à l'IS. Donc, en fait, le point important, c'est que l'option, elle est d'abord dans les statuts, donc ça c'est très, très important, et ensuite elle résulte donc du dépôt spontané, en quelque sorte, de déclaration à l'IS. Et dans ce cas-là, on ne s'attend pas à trouver une option papier. Voilà. Bon, mais ça, c'est ce que dit le juge là, en 2024. C'est très bien qu'il nuance en ce sens, puisque nous-mêmes, on s'est posé des questions dans certains dossiers auparavant. C'est bien d'avoir une position qui est exprimée aussi clairement, en fait. Et ça va même plus loin, parce que même si l'entreprise avait coché sur le document CERFA que ce n'est pas IS, c'est très amusant. Oui. En fait, c'est considéré comme étant une erreur de plume de la dirigeante. De la dirigeante, voilà. Ouais. Et donc, l'option pour l'IS reste valable si elle était dans les statuts. C'est vrai que c'est un cas un peu ambigu. Voilà. Bon. Sur le premier, l'option dont on parlait, c'est vrai, c'est peut-être pas une option qui embête beaucoup l'administration, mais c'est une option qui peut embêter des contribuables que l'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont au régime micro. Ils se disent qu'en fin de compte, le régime micro n'est plus tellement favorable pour eux. Ils voudraient passer au régime du RSI pour pouvoir déduire des charges plus importantes. Il ne faut pas rater la date d'option. Pour opter en 2024, on peut opter que jusqu'au dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus. C'est-à-dire ceux qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, c'est terminé pour eux. Ceux qui habitent en Gironde, ils peuvent encore le faire jusqu'au 30. Et à Paris, jusqu'au 6. Voilà, non mais sinon après, on passera à l'année suivante. Il n'y a pas d'option rétroactive. Et là, en l'occurrence, on parle un peu aussi des meublés. Oui, on pensait à ça. Enfin, je pensais à ça, je pensais aux meublés. Voilà. Puisqu'on sait que le régime du micro est un régime excessivement favorable, qu'il est moins, mais qu'il est resté intéressant en 2023, alors même que le législateur avait pris des dispositions différentes. Ce n'est pas la première fois que ça existe, ça, en fiscalité. C'est arrivé en 2012 avec le régime des plus-values, où le législateur avait voté une réforme qui était annulée par le gouvernement.
Donc là, en fait, là, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est l'administration, mais globalement, c'est proche. Donc la réforme votée en 2023 n'est pas applicable n'a pas été applicable en 2023, mais elle sera applicable en 2024. Donc si on doit opter pour un régime du REL simplifié pour des locations meublées, il ne faut pas perdre de temps. C'est maintenant. C'est maintenant, oui. Location immobilière, vous l'avez un peu évoqué, l'option à la TVA. Bon, là, c'est c'est un formalisme très précis. J'opte pour la période qui vient. Hein. Donc, pas possibilité d'opter pour des options rétroactives. Hein. J'opte pour la période suivante. Et comme l'a dit M. Buffort, lorsque j'ai un immeuble, j'opte immeuble par immeuble. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, c'est immeuble pour immeuble. Dans une SCI, il y a 3 immeubles. Si elle fait une option, on ne sait pas pourquoi elle a opté. Hein. Et si je n'ai pas opté et que j'ai facturé de la TVA, ben, elle est due, hein, parce que toute TVA facturée est due. Alors, elle ne sera pas déductible par celui qui reçoit la facture, puisqu'elle est facturée à tort, mais toute TVA facturée est due. Et ça, c'est une position qui est inscrite dans le Code général des impôts. De mémoire, c'est l'article 271. Hein. Toute TVA facturée est due. D'accord ? Mais pour autant, je ne peux pas récupérer la TVA parce que j'ai facturé la TVA à tort. Donc là, on est gros gens comme devant. Hein. Voilà, facturé avec TVA, nouveau pas option. Hein. Donc, il y a eu besoin d'avoir une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon. Alors, pourquoi on est allé juste que là? Parce que probablement, on a une entreprise qui n'avait pas bien dû lire l'article dont je parlais et qui a essayé de se débattre pour obtenir satisfaction. Mais je pense que c'était quand même perdu d'avance, cette histoire-là. Alors, l'examen de conformité fiscale, on l'a évoqué aussi. Quelle est la position de l'administration aujourd'hui lorsque vous êtes face à des comptabilités qui présentent un ECF? Déjà, est-ce que vous en avez beaucoup vu? Non, alors déjà, le dispositif est quand même très récent, il faut rappeler, donc de 2021. Alors c'est vrai que honnêtement, on n'en voit pas beaucoup, pour pas dire on n'en voit pas du tout. Alors c'est peut-être qu'en définitive, on contrôle les entreprises qui ont un compte rendu de mission en définitive et qui ont fait l'objet d'un examen de conformité fiscale. Bon, l'idée, en définitive, c'est que l'entreprise qui a souscrit à un examen de conformité fiscale va bénéficier donc de sanctions, d'un abandon des sanctions en définitive, hein, puisque les intérêts de retard ne sont pas appliqués sur les contrôles s'il n'y a pas de fraude. Alors, il y a un certain nombre de points très intéressants. Donc, en fait, pour nous, c'est plus, comment dire, une assurance qu'il y a un certain nombre de points qui ont été vus. Donc, c'est une bonne chose sur le fond, en définitive, mais ça ne nous entrave pas du tout dans la manière d'aborder le contrôle. Donc, en définitive, on peut contrôler des points. Et bien évidemment, on est informé qu'il y a eu un examen de conformité fiscale, mais ça ne va pas nous gêner dans notre approche du contrôle. Et je ne pense pas que, du coup, que ça puisse avoir un impact défavorable sur le contribuable. Au contraire, il va bénéficier de la garantie sur ces sujets. Alors, il pourrait y avoir ensuite un petit conflit, on va dire, avec éventuellement celui qui a réalisé l'examen de conformité fiscale, si jamais il y avait un point qui était remis en cause, hein, j'imagine. Mais bon, voilà, pour nous, ça va donner lieu à un ressort. Alors après, évidemment, il y aura des justifications qui seront amenées, mais ce ne sera pas un sujet particulièrement problématique. Donc pour nous, de point de vue, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement. C'est des vérificateurs sur ce sujet. En fait, on en a assez peu parlé. On a bien sûr diffusé la note. On a la liste des 10 points qui sont connus sur ce sujet-là. Bon, alors évidemment, il y a des points comme par exemple la fourniture des fichiers des écritures comptables qui résultent de l'article 47.1, qui sont des points systématiquement vus lors du contrôle, bien entendu, depuis
depuis quelques années, on a l'obligation on a la possibilité d'avoir accès directement à ces fichiers d'écriture comptable. Voilà. Mais sur les autres points, donc voilà, on peut dire que ça valide la qualité de la comptabilité. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas si d'ailleurs vous avez des chiffres sur le sujet, sur le nombre ou le pourcentage d'entreprises qui auraient souscrit ce type de contrôle ou pas. Alors, tous les ans, on invite la DGFiP à venir nous en parler Ouais. au moment des universités d'été. Je crois que le chiffre l'année dernière, on était à 200 000 sur 3 ans. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont énormes. Ouais. Et le type d'entreprise, on a une idée? Donc, ce sont des entreprises moyennes ou des... Est-ce que les petites entreprises... Franchement, je n'ai pas vu non plus d'expert comptable ou d'avocat évoquer ces points-là en recours, en interlocution. Donc, je veux dire que je n'ai pas beaucoup de recul sur le sujet. Alors moi, j'ai 2 exemples. Ouais. En cabinet, on fait des ECF pour des entreprises relativement importantes. Ouais. Et les 2 dernières vérifications fiscales qu'il y a eu chez nos clients, les vérificateurs n'ont pas du tout abordé les points de l'ECF. Ils sont passés outre. Ah oui, ils ont considéré que c'était validé. NECF, c'est validé. Ouais. On fait autre chose. Okay. Donc, provision, ils n'ont pas regardé? Non, ils n'ont pas regardé. Ils ont regardé que, en l'occurrence, c'était sur les prix de transfert. C'est les prix de transfert qui les intéressaient. Oui. Et ils sont passés sur le reste. Non, je pense que cette ECF, faut qu'on le propose. C'est compliqué, moi, à titre perso. J'ai du mal à le vendre aux clients parce que souvent, ceux qui sont contrôlés, c'est ceux qui font du crédit d'impôt recherche ou d'autres crédits d'impôt. Et évidemment, il n'est pas dans la garantie fiscale, entre guillemets. Et c'est vrai que lorsqu'on a peu de provisions, peu de charges à payer, peu de charges exceptionnelles, je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur pour le client, mais je continue d'essayer de leur proposer tous les ans des ECF. J'en fais 20 par an à peu près. Moi, je reprendrai simplement les mots de M. Iannucci, qui disait que l'ECF était de nature à limiter l'occurrence du contrôle fiscal. Alors, si on n'en rencontre pas beaucoup en contrôle, c'est peut-être parce qu'on ne contrôle pas les entreprises. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a une logique, finalement. Il y a une logique. Bien sûr. Alors, focus sur certains secteurs d'activité. Donc, le bâtiment, qui est quand même un secteur d'activité souvent contrôlé. Alors là, on va stigmatiser 2 secteurs d'activité, le bâtiment et la restauration. Donc, dans le bâtiment, on a toujours ce souci de la TVA à taux réduit. Donc, vigilance particulière. Oui, enfin, le taux réduit, on l'applique donc dans le cas particulier. C'est sur une résidence. Il faut qu'elle ait au moins 2 ans. Donc, il y a une attestation qui est rendue par celui qui va bénéficier des travaux pour que le professionnel fasse les travaux avec un taux réduit. Et là, la décision de la Cour de cassation du 6 juillet 2023, c'est de dire que si le professionnel s'est trompé, il peut réparer. Il a facturé à tort à 5,5. Donc, il devrait facturer un taux normal. Et bien, dans ces cas-là, il peut réparer, mais sous certaines conditions, notamment s'il y a un accord entre les parties, ou alors si l'attestation qui était rendue par son client était fausse. Mais si l'attestation n'était pas fausse et qu'il n'y a pas d'accord entre les parties, tant pis pour lui. S'il doit la TVA à un taux supérieur, c'est lui qui le supportera. Pas de rectification possible. C'est ce que dit la Cour de cassation. Donc, vigilance, on ne fait pas... Il faut être sûr d'avoir les bonnes attestations pour pouvoir faire des travaux au taux de 5,5%. Alors, on a bien évidemment une obligation de conseil, nous, experts comptables. Je ne dis pas qu'on doit avoir dans tous nos dossiers de révision toutes les attestations de taux réduit. En revanche, on peut faire 2-3 petits tests sur des gros montants, s'assurer quand même que c'est fait. Oui. Et encore, si je me réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas très vieux parce qu'on l'a passé en commission de déontologie il y a, je crois que c'est il y a 2 mois. On l'avait passé. En fait, lorsque j'ai une mission de présentation des comptes, on avait tendance à penser qu'on était responsable de tous les conseils à donner aux clients qu'on n'aurait pas donné et qui se rapportaient indirectement
à la présentation de la comptabilité. La Cour de cassation a répondu par la négative. On est engagé que ce sur quoi on nous pose une question ou ce qui est directement lié à l'arrêté des comptes. Donc, en l'occurrence, là, je ne sais pas si, en fin de compte, notre responsabilité serait totalement engagée, mais quand même, on est quand même les sachants, c'est à nous de dire que pour pouvoir faire des attestations, même si c'est quelque chose qui est ancien, parce que je crois que c'est de 1998, non, de mémoire, donc c'est quand même très, très ancien, il faut les faire donc Oui, de façon très on ne correcte. les trouve pas toujours, donc voilà, Voilà. les attestations faites a posteriori ne sont pas acceptées. Enfin bon, il y a toujours quand même régulièrement des sujets, moins qu'avant, hein, puisque vous vous rappelez que c'est assez ancien, mais c'est quand même des sujets qu'on rencontre. Alors le sujet qu'on rencontre quand même le plus fréquemment, c'est celui-ci, c'est l'autoliquidation de la TVA dans le BTP. Donc là, on a effectivement des exigences sur les mentions sur les factures, bien évidemment. Donc, on va avoir des exigences en matière de documentation, contrat de sous-traitance, devis, bon de commande, ce genre de choses. Attestation de vigilance éventuellement pour montrer que ça a été transmis au donneur d'ordre. Et on va aussi s'intéresser aux flux financiers pour justifier en fait que c'est bien une prestation entre l'entreprise qu'on vérifie et puis celui qui est censé avoir reçu la facture. Donc bon voilà, donc des sujets qu'on rencontre très fréquemment sur l'autoliquidation dans le bâtiment et qui posent des soucis parce que souvent les entreprises qui sont comment dire un peu pas très scrupuleuse sur le suivi des justificatifs en définitive, hein, et sur les opérations. Donc il manque souvent un élément. Parfois c'est la facture, enfin c'est encore plus souvent le contrat de sous-traitance qui manque, mais bon. Donc en définitive, on est obligé de se demander quels sont les clients. Est-ce que ce sont des entreprises du bâtiment, d'autres types d'entreprises. Donc c'est un sujet qu'on retrouve très fréquemment. Donc voilà, c'est un point de vigilance aussi, j'imagine, pour les experts comptables. Souvent, la difficulté que je vois, c'est qu'en fait, c'est un formalisme excessivement important pour des entreprises qui sont souvent petites et qui sont dépourvues bien souvent de personnel capable de suivre ce formalisme. C'est aussi pour ça que, en fait, on passe à côté. Vous voulez échanger là sur cette La restauration ? Ouais, ah oui, je n'avais même pas vu qu'on était parti sur autant la restauration. Autant sur le bâtiment, le problème, hormis le compte courant dont on parlait tout à l'heure, c'est un problème de TVA. Autant sur la restauration, ce que l'on a souvent vu, c'est les rejets d'une partie de la comptabilité sur les recettes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la reconstitution des recettes, je ne sais pas si vous avez beaucoup de restaurants, mais il n'y a pas de caisse non permissive, donc on rejette la comptabilité et donc l'administration tente de reconstituer le chiffre d'affaires par des méthodes. des vins. Oui, des vins, des cafés, des choses comme ça. Et c'est assez difficile. Oui, hein. bon, sur la restauration, évidemment, il y a pas mal de contrôles et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont différentes, hein, en définitive. Donc, et selon le type d'entreprise d'établissement, on a des méthodes différentes. Hein. Donc c'est assez amusant même. Donc bon, pour les pizzerias, c'est par exemple les pâtons, donc la farine, enfin la pâte à pizza. Mais on a d'autres méthodes qui peuvent aller jusqu'au contenant. Hein, donc ça peut être les boîtes, voilà, pour livrer si ce sont des pizzas livrées. Et pour d'autres entreprises, sur la restauration asiatique, ça tourne autour du riz, bien évidemment. Sur la restauration rapide, on peut trouver des reconstitutions à partir de la viande. Donc après une pesée, évidemment, on va effectuer une pesée. Donc il y a toute une méthodologie quand même maintenant bien encadrée. Donc voilà, les vérificateurs ne sont pas perdus sur ces sujets-là. Ça peut être aussi les frites, hein, puisqu'on a des frites dans tous les menus. Donc voilà. Donc parfois c'est les deux, c'est une combinaison des deux si on estime qu'on a. Voilà. Donc ce sera fait en fonction des éléments qui seront trouvés, mis à la disposition en fait du vérificateur et qui vont lui permettre de reconstituer du mieux possible à son avis. Voilà, il va prendre à chaque fois l'avis du conseil, du chef d'entreprise, bien évidemment, pour se demander si c'est la bonne méthode ou pas.
Et ça sera surtout aussi en fonction de ce qu'il va récupérer, notamment dans les factures d'achat, hein, puisque est-ce qu'il a l'ensemble des achats qui ont été effectués ou est-ce qu'il estime qu'il n'en a qu'une partie. Donc, en définitive, il va se prononcer par rapport à ça. Et donc, comme vous l'avez dit, aussi les vins ou les liquides pour les restaurants traditionnels. Donc, ça aussi, c'est très fréquemment mis en œuvre. Voilà. Donc tout ça donne lieu ensuite à des échanges, hein, beaucoup d'échanges. Donc j'ai parlé de la pesée au cours du contrôle, une prise des tarifs, bien évidemment. Donc là, il faut qu'ils aient été conservés sur une période de 3 ans. C'est pas toujours le cas. Donc il va y avoir ça. Et puis on échange aussi beaucoup sur les taux de perte. Hein. Sur tous ces sujets-là pour essayer d'arriver aux chiffres le plus exacts possible. Est-ce que la facture électronique va vous faciliter la vie? La facturation électronique, on a un grand... Dans la restauration? Ouais. Avec l'analyse des achats? Ah oui. Oui, si on a des achats facturés, oui, ça pourrait servir. Oui. Oui. Donc, on me dit là dans la salle que ce sont des sujets qui sont souvent abordés à la commission départementale et donc on peut faire comme ça la petite pub puisqu'on a fait un rendez-vous au 50 il y a 2-3 mois sur ce sujet-là et on avait également évoqué les sujets abordés en commission départementale des impôts. Est-ce que vous auriez des questions sur la restauration? La seule chose que je peux dire, c'est que les arrêts qui sont présentés ici, ça montre la difficulté que peut avoir l'administration pour reconstituer de façon suffisamment précise pour le juge le chiffre d'affaires à partir de liquide. Hein. Donc, il ne faut rien oublier. Dans le premier cas, l'administration avait reconstitué les recettes à partir des cafés. A priori, c'était bien fait, sauf que la personne qui avait fait la reconstitution n'avait pas identifié qu'il y avait certains cafés offerts, des cafés offerts dans certains menus. Ça tombe. Et dans le cas des liquides, c'est pareil. Il y avait les vins compris dans certains menus, donc ça n'avait pas été intégré dans l'analyse. Tout ça pour dire que c'est quand même difficile de reconstituer des recettes, d'arriver à quelque chose de probable en faisant des reconstitutions de recettes. Donc mieux vaut avoir une caisse non permissive, comme ça on n'a pas de problème. Dernier thème abordé, donc les plateformes collaboratives. Oui, alors ça c'est donc une obligation récente, hein, 2021, directive européenne donc, qui a été transcrite. Et donc c'est l'obligation, ces plateformes collaboratives, de transmettre des informations à leurs utilisateurs, utilisateurs qui sont dans le domaine de la vente en ligne, le plus souvent, la location de modes de transport, de la location de biens immobiliers. Donc là, on a des exemples, Uber, Airbnb, Le Bon Coin, donc on en a d'autres, hein, Blablacar, Hitch, Deliveroo, les grands magasins aussi sont concernés. Donc l'obligation est double en définitive. Donc les plateformes en ligne donnent à leurs utilisateurs des informations annuellement sur donc le nombre d'opérations qu'elles ont effectuées, sur le montant de ces opérations et également sur la commission qui est prélevée par la plateforme. Et ces mêmes informations sont transmises à l'administration fiscale du pays dans lequel l'entreprise, la plateforme en question est établie. Donc, en définitive, ensuite, il y a des échanges d'informations entre administrations fiscales. Donc, c'est un dispositif récent, mais c'est un dispositif qui a tout de suite donné beaucoup d'informations. Donc, c'est toutes les ventes supérieures à 2 000 €. Ouais, et au-delà de 30 transactions, en fait. C'est ça, donc c'est quand même assez bas. Oui. Comme seuil, hein. Mais ce n'est pas parce que ces informations sont communiquées à l'administration fiscale qu'elles sont forcément en fait imposables. Pour le moment, on n'est que dans un premier niveau d'information et de renseignement. Oui.
Alors, il y a l'obligation. Donc, en définitive, ensuite, ces informations, elles sont traitées. Bon, du coup, c'est le sujet data mining, intelligence artificielle, pour ce qui nous concerne, une des sources de programmation. Mais, bien évidemment, on utilise les données en masse comme d'autres organismes. Et ça donne lieu, évidemment, ensuite à des tris en fonction des seuils. Et donc, ce sont les enjeux les plus importants qui sont vus en premier sur les contrôles, et en supposant qu'il n'y ait pas eu de déclaration déposée sur cette catégorie de revenus. En fait, ça revient à faire du montant sur montant, en définitive. Donc, c'est que les cas, a priori, non expliqués qui sont susceptibles d'être contrôlés. Mais donc, ça a un impact, évidemment, sur beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ailleurs de petites entreprises. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont concernées par ces recoupements, puisqu'il y a une activité réelle sur ces sujets-là, bien entendu. Alors là, tout on ce qui est parle Uber, notamment. Voilà, d'entreprise. Donc là, vous êtes du côté en fait du chauffeur Uber, mais le particulier justement. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas très très clair en fait. Le particulier, lui, il sera prêt sur une problématique habituelle du fait que lorsqu'on multiplie les sources de revenus, dès que ça devient habituel, on considère qu'à partir d'un certain moment, ça devient professionnel. C'est un peu le même sujet que les marchands de biens, si vous voulez. Donc là, il faut qu'il y ait une intention. L'idée, c'est l'intention qui est visée. Et au-delà, donc on peut considérer que soit c'est de la gestion patrimoniale, des ventes de collection, d'objets de collection, ce genre de choses. Et l'autre pendant, c'est l'activité professionnelle. Donc on a cette problématique dans beaucoup de sujets sur le plan fiscal. Si j'ai bien compris, pour Blablacar, par exemple, ce n'est pas imposable pour le particulier qui partage les coûts, mais ça serait imposable pour le particulier qui se fait une grosse valeur ajoutée. Ça serait les textes. Je ne sais pas bien comment vous allez faire pour déterminer tout ceci. Jusqu'ici, on n'a pas rencontré beaucoup de cas qui étaient douteux. C'est-à-dire qu'on a, mais c'est peut-être parce qu'on a des seuils assez importants. Donc, dès lors qu'on a des montants de revenus déclarés par ces plateformes qui s'assimilent à des niveaux de salaire ou des niveaux de BIC habituel, on n'a pas trop de doutes sur le fait qu'on est dans une activité professionnelle. Après, il y a peut-être des cas où ça sera plus litigieux. Je n'ai pas en tête pour l'instant, mais encore une fois, c'est assez récent. Hein, donc, c'est pas exclu non plus qu'il y ait de la jurisprudence là-dessus. Quelqu'un conteste en disant, en définitive, moi, c'était pas une utilisation professionnelle de ces plateformes. Et là, vous avez déjà fait des redressements pour des particuliers qui auraient, je ne sais pas, dégagé 15 000 € de Vinted, 10 000 € d'Uber, 30 000 € de Boncoin. Là, on est sur des sujets, encore une fois, plutôt d'entreprises individuelles. Donc, je n'ai pas en tête voilà, je n'ai pas en tête de particuliers qui seraient sur des échanges, même sur le Boncoin, ce genre de choses. On a déjà eu des programmations et des questions à se poser sur le sujet, mais je n'ai pas vu, encore une fois, de cas litigieux. On n'a pas eu de doute et on n'a même pas eu d'ailleurs d'observation dans les contrôles qui ont été effectués de la part des contribuables pour dire qu'ils n'intervenaient pas dans un cadre professionnel. Donc voilà, mais ça pourrait être le cas, bien évidemment. Ce que je sais, c'est que l'an dernier, j'étais contacté par quelqu'un qui me disait, en fait, je suis collectionneur et je vends des éléments de ma collection par l'intermédiaire du Boncoin. Et j'ai reçu sur ma déclaration de revenus un montant à déclarer, mais je suis collectionneur, je ne suis pas imposable parce qu'en fait, je ne cherche pas le bénéfice. Ça, c'est une difficulté. Donc, il faudra, je dis, dans ces cas-là, il faut l'expliquer sur la déclaration, il faut annuler, puis faire une mention express en expliquant que vous êtes collectionneur. Je rebondis là-dessus parce que vous disiez ce qui est habitude, donc de collectionneur à marchand de biens. Il y a... On a eu beaucoup de cas de vendeurs de montres de luxe en ligne. Bon, alors la frontière entre la collection et la vente, hein. oui, c'est difficile. On n'a pas toujours la même appréciation, mais bon.
Après, on se base sur des faits. Hein, donc. C'est bon? Est-ce que vous auriez des questions en ligne? J'ai l'impression qu'on n'en a pas. Ah si. Alors là, on me parle de la clause de sauvegarde sur les produits médicaux. Alors, on est reparti dans les provisions là. Je vais répondre à la première provision. On y va. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Je suis désolé, mais ça arrive un peu vite. Donc en fait, si j'ai bien compris, ce sont des provisions pour perte des constructeurs automobiles dans le cadre de l'obligation qu'ils ont de reprise des voitures en LOA. Est-ce qu'en fin de compte, on peut faire une provision globale ou est-ce qu'il faut faire une provision individualisée? Il faut faire une provision individualisée parce qu'en fin de compte, le montant de la perte n'est pas forcément la même d'une part d'un client à l'autre, et client, c'est les loueurs, et d'autre part en fonction des véhicules. Donc il faut les faire de façon identifiée pour pouvoir justifier le mieux possible qu'elles sont déductibles. Donc la jurisprudence dont on avait parlé ne remet pas du tout en cause cette obligation. Alors, clause de sauvegarde sur les produits médicaux, provision pour risque ou charge à payer, sachant que l'approche du montant est estimée. En fait, provision pour risque ou pour… Charge à payer. Pour risque ou pour charge, je n'ai pas tellement de problème. Moi, mon problème, c'est la distinction entre provision pour dépréciation et provision pour risque ou charge. C'est ça le problème, parce qu'en fait, le montant évalué n'est pas le même. Là, en fait, on aurait un montant, donc une provision… Produits médicaux. Oui. Clause de sauvegarde. Clause de sauvegarde, donc ça serait… Sur donc, les produits médicaux. D'accord, donc en fin de compte, il faudrait justifier que la valeur du produit est inférieure au prix de revient. Ça, hein, ça serait une première part. OK. Est-ce qu'une convention de compte courant peut-elle prouver l'origine des apports par l'associé? Non. Ouais. Non. Il n'y a rien de plus qui ressemble à quelque chose de vrai que quelque chose de faux. Un contrat. Dans le contrat, c'est un début de preuve. Hein, c'est un début de preuve. Mais la convention, qu'est-ce qu'elle va dire? La convention de compte courant, c'est généralement fait entre deux sociétés. Et dans les sociétés, on a des flux. Donc, j'ai pas de problème. Une convention d'apport en compte courant, ça serait plutôt pour bloquer le compte courant ou des choses comme ça. Mais ça ne prouve pas que l'argent vient de chez moi. Hein. Ça peut venir de chez ma grand-mère. On est d'accord. Voilà. Et c'est donc pas un compte courant. L'administration serait fondée à le reprendre parce que ce n'est pas le bon bénéficiaire. Une question concernant la TVA auto-liquidée. Les bureaux d'études qui travaillent avec des sociétés du BTP sont-elles concernés? Bureau d'études, société du BTP, est-ce qu'on est dans la case TVA auto-liquidée? Voilà. Pour moi, non. A priori, non. C'est quand même. Non. Bon, là, je crois qu'il y avait un arrêt sur sur le nettoyage, donc on est revenu sur le sujet. Donc, visiblement, sur les contrats sur la seule prestation de nettoyage, jusqu'ici, effectivement, les entreprises de nettoyage étaient concernées par l'autoliquidation que lorsqu'elles étaient liées à une autre prestation du bâtiment. Mais là, le bureau d'études, ce n'est pas une entreprise du bâtiment, donc je ne vois pas comment elle pourrait être concernée par l'autoliquidation. Alors, une petite question de PAF, piste d'audit fiable. À partir de quel moment l'administration fiscale exige-t-elle un formalisme en termes théorie, de PAF? Tout le temps. Tout le temps, mais quand est-ce que l'administration vient contrôler le formalisme dans des entreprises généralement relativement importantes, hein, mais normalement, le formalisme existe tout le temps. C'est à nous de justifier donc l'origine de la TVA. Donc, j'ai un contrat, j'ai une facture, j'ai un encaissement, etc. Que ce soit pour les ventes ou pour les achats. L'épisode fiable. On parlait de la TVA, là? C'est la question portée sur la TVA? C'est la formalisation de la documentation. Non, ce n'est pas exigé systématiquement pour les petites entreprises. La formalisation
On ne voulait pas, M. Bufford, mais on rencontre des vérificateurs qui ne connaissent pas la piste auditible, parce que Non, c'est quelque chose qui oui. touche plutôt les grosses entreprises. Ouais. Non, ça, c'est pas vu, ça. Est-ce que PayPal est considéré comme une plateforme collaborative? C'est un compte en banque. Un compte en banque, C'est un compte en banque. Je peux m'en servir pour justifier que j'ai un compte courant créditeur. Alors, Olivier a un contrôle chez un client débarré fin octobre 2023. Je n'ai plus de nouvelles du contrôleur depuis décembre 2023. Il y a un an dans le cadre du réel normal pour finaliser et quid si rien au bout d'un an. A priori, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien régularisé, mais bon. Non, mais là, il attend peut-être des justificatifs ou je ne sais pas. Il n'est pas non plus impossible que le vérificateur soit tombé malade ou quelque chose dans ce genre et qu'on reprenne le contrôle un peu plus tard. Hein. Voilà, s'il y a un an pour mener le contrôle. Olivier nous répond qu'il n'y avait aucune demande. Donc, il n'y a aucune demande. Et donc, rien n'était en attente. Bon, s'il s'inquiète, il peut essayer de contacter le service. C'est peut-être la meilleure solution, parce que c'est vrai que c'est quand même déstabilisant, je trouve, effectivement, qu'il reste dans l'attente. C'est pas une très bonne chose. Il n'a pas trop envie, lol. Il met une bouteille au frais et puis voilà. Quand l'année sera passée. Exactement. Elle sera bien fraîche en octobre 2024. Les factures à Amazon, peut-on systématiquement récupérer la TVA déductible lors de l'achat? De quoi on parle? Si l'achat, quand est-ce que je récupère une TVA déductible? Je la récupère quand je peux justifier que l'achat sert à la réalisation d'opérations taxables. Autrement dit, que l'achat a un intérêt pour moi. Donc, et pour cela, il faut quand même respecter un minimum de formalisme. Donc, si c'est pour l'entreprise machin chouette, il ne faut pas que la facture Amazon soit au nom de M. Dugudu. Donc, il faut que ce soit au nom de l'entreprise machin chouette. Donc, si je respecte le formalisme, oui, je peux récupérer la TVA. Et si je justifie qu'en fait, si on me le demande, que l'achat sert à la réalisation d'opérations taxables. Après, vous allez avoir des achats sans TVA. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier de les autoliquider. Voilà. Bien évidemment, on ne récupère pas une TVA qui n'existe pas. Voilà. Et puis, on ne récupère pas une TVA qui n'est pas une TVA française. Non, mais il peut y avoir ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder qui a facturé. Voilà. C'est de la TVA française. Je rappelle que si c'est la TVA qui vient d'un pays de l'Union européenne, il y a une procédure pour pouvoir récupérer la TVA, donc, qui s'arrête tous les ans. 37 ans. Non. Il faut demander le remboursement de la TVA ou ne pas la payer. Et ensuite, en fait, TVA facturée par erreur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on vous a facturé la TVA alors qu'en fait, ça aurait dû être hors taxe et vous auriez dû auto-liquider. Ouais. Non. Mais il y avait une procédure que l'on inscrivait autrefois sur la facture en disant qu'en fin de compte, c'était une erreur. Mais je ne sais pas ce qui se passerait. On a je demanderai le remboursement de la TVA étrangère, mais je auto-liquiderai. On a terminé avec un petit peu d'avance. Une fois n'est pas coutume, hein, pour tous les retards que j'ai eus. Moi, ça me va bien. Ah, oui, il faut que je fasse la pub. Maintenant, c'est l'heure de la pub des événements d'après. On vous attend tous au 5 juin au tribunal de commerce de Paris. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au tribunal de commerce. La salle est magnifique. Et là, on va traiter un thème qui nous tient à cœur. C'est la lutte contre l'exercice illégal. Parce que souvent, vous venez me voir en me disant « mais que fait l'ordre ?» Eh bien, pour avoir toutes les réponses, on vous attend donc au tribunal de commerce le 5 juin de 17 à 19 h. Le président du tribunal de commerce, Patrick Seuyer, nous accompagnera. Anne-Laure Lagadec, notre commissaire du gouvernement, sera à nos côtés aussi. Fabien Hamel, ici présent également. Bernard Sanso, l'avocat qui traite
tous nos litiges, nos plaintes de l'exercice illégal sera là. Le président de la commission, Michel Bodanovic, sa vice-présidente, Émilie Moriot, Marine Briand, expert comptable et juge consulaire au tribunal de commerce de Meaux, nous apportera un témoignage très intéressant sur, en fait, tous ces illégaux qui passent au tribunal de commerce, déposer et liquider les bilans de leurs clients. On aura également la visite de l'adjointe chef à la brigade financière Audrey Lacour et Jacques Midali, qui pendant longtemps été notre délégué ici à la lutte contre l'exercice illégal, un ancien commandant de police. Donc, on vous attend vraiment nombreux à cet événement qui va être passionnant sur la lutte contre l'exercice illégal. On a des petites surprises en termes de films, de vidéos et surtout, en fait, on va vous décortiquer, on va faire l'anatomie parce que on parle beaucoup du film L'anatomie d'une chute, et ben là, on va vous faire l'anatomie de la procédure de lutte contre les illégaux. On est dans du pénal, c'est vrai que c'est souvent long et on va vous expliquer tout ça du début, de la réception de l'illégal en commission, souvent dans cette salle où vous vous trouvez, jusqu'à la fin aux condamnations. Donc vraiment, venez nombreux au tribunal de commerce, ça va être un événement extraordinaire. Et on fait aussi, parce que les présidents de tribunaux de commerce nous ont demandé de venir les voir, donc on va aller également à Bobigny pour parler de deux thèmes, la prévention des entreprises et la lutte contre l'exercice illégal. On est toujours aussi très, très, très actif ici et vous savez qu'il y a beaucoup de comités, de commissions et le comité association vous attend le 28 mai pour vous former à la préparation de l'Assemblée générale et au dépôt des comptes, spécialement dans les associations. Le comité de transmission vous propose un webinaire sur réussir sa transmission d'entreprise. Le 29 et le 30 mai, c'est-à-dire demain et après-demain, c'est encore l'opération Allo Impôt et vous savez qu'il y a un numéro gratuit pour que les contribuables puissent nous appeler. C'est une formidable opération citoyenne. Ça me permet, avec la présidente du Conseil national de l'ordre, de faire en ce moment tous les plateaux de télé. Et je trouve ça cool, pas que j'aime faire les plateaux de télé, mais on met en valeur notre métier d'expert comptable. Et il est vrai que c'est pas, on fait pas la une des plateaux de télé. Là, on va passer dans Télématin. Il y a eu Business, BFM Business. Il y a, enfin, je sais plus, il y en a eu beaucoup. Le Figaro. Enfin bref, c'est pas tous les 4 matins que nous, experts comptables, nous sommes mis en avant. Et cette opération citoyenne nous permet d'être en avant. Et puis pour notre petit déficit d'attractivité, je pense que c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Redouane qui met en valeur l'opération. Elle est super. Ouais, je vois que des hochements de tête dans la salle. C'est super, c'est drôle. On vous attend aussi le 30 mai à l'Afterwork Dinner du Club DAF, Club Innovation. Vous savez qu'il y a ici un accélérateur de start-up qui s'appelle Inest, où tous les ans, nous avons un programme de mentorat et d'accélération pour 4 start-up. On a une de nos belles victoires qui est par exemple Greenly, qui a levé plus de 200 millions d'euros récemment. Donc Greenly, c'est un outil pour faire des bilans carbone. Donc tous les ans, nous accélérons 4 startups. On en est à 16 jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est d'ailleurs on doit être à 20, notre 4e ou 5e promo, ce qui nous permet de donner un petit coup de pouce à ces startups pour que ce soit vos outils de demain, vous les experts comptables, lorsque vous aurez envie peut-être de vous diversifier dans vos pratiques. Donc, si vous êtes intéressé pour voir les dernières startups, c'est le 30 mai. On pourra vous donner l'adresse là au cocktail. Et on a aussi la commission innovation qui vous propose le 31 mai un webinaire sur le e-reporting des données de transaction. J'en ai plein. Il y a encore Allo Impôt le 5 et le 6. Le 6 juin, c'est la dernière journée pour vos impôts sur le revenu, les nôtres. Donc, c'est la deadline, c'est le 6 juin. La loupez pas. Encore un rendez-vous au 50. On va vous parler du portail professionnel. Alors,
le portail professionnel, c'est ce qui devrait remplacer ou améliorer en fait impôt.gouv. Donc, si vous avez plein de questions sur impôt.gouv, je vous invite à suivre ce rendez-vous aux 50 sur le portail professionnel. C'est le nouveau mot, nouveau nom. Ce qui nous permettra, vous savez, aujourd'hui, sur impôt.gouv, il y a 2-3 opérations compliquées. Déjà, quand on a un nouveau client qui nous donne les codes, pour arrêter quand on a des clients qui nous quittent, je sais que ça vous arrive jamais, c'est pour les autres, hein, mais si jamais ça vous arrivait quand un client part, on a envie d'arrêter le compte impôt.gouv de notre client, c'est toujours assez compliqué. Tout ceci devrait être résolu dans le portail professionnel et on est aujourd'hui vraiment en lien étroit pour co-construire avec l'administration fiscale ce portail pour qu'il réponde à nos besoins, nous, tiers de confiance. Un atelier de ChatGPT, le stage, ça c'est pour les experts comptables stagiaires. Le 5 juin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le tribunal de commerce de Paris sur l'illégal. Un concours d'éloquence qu'on a mis en place pour nos experts comptables stagiaires, ça va être très sympathique. Encore le webinaire, là on l'a déjà dit. Et les parcours de la transformation, vous savez que ce sont des parcours qui me tiennent à cœur et que j'ai longtemps animés, on en est à la 3e saison. Et là, c'est comment faire pour parler prix avec nos clients. Je sais qu'on est tous embêtés pour parler prix avec nos clients. Donc là, il y a des sachants qui viennent nous donner 2-3 trucs et astuces pour bien négocier nos honoraires, pour parler nouvelles missions et pour parler prix. Voilà. Il y en a encore plein. Je vous les laisse. Je pense que là, on va épuiser tout le monde. Le best-of des litiges, le 19 juin, ça peut être très sympathique aussi. Un rendez-vous aux 50 encore ici sur quels sont tous les litiges qu'il existe aujourd'hui entre les clients et les experts comptables et le best-of. On apprend toujours parfois des erreurs des autres, donc c'est toujours intéressant d'échanger sur ces problématiques-là. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Évidemment, mais le cocktail, 3 fois.